Bonsoir, bienvenue à cette conférence intitulée « Un enfant par choix et pas un enfant par hasard ». Comme vous l'avez compris, nous allons aborder ce soir la question de la démographie et la question de l'écologie. Nous allons essayer de relier les deux sujets. Vous savez que c'est malheureusement assez peu le cas. Bien souvent, les deux sujets sont complètement séparés et bien peu de gens osent aborder la question démographique au sein des réflexions sur l'écologie. La séance va se dérouler ainsi. Je vais d'abord vous donner quelques éléments sur la démographie, les ordres de grandeur, l'évolution. Nous allons discuter un petit peu du tabou. Et puis ensuite, l'essentiel de cette soirée sera consacré à l'intervention de M. Giulia Cimoni de l'association hongroise Voce, qui vous parlera de différents sujets liés à la démographie, mais en particulier de l'empreinte écologique et de ce qui est peut-être un peu moins souvent abordé, c'est-à-dire la biocapacité des territoires. C'est une chose très importante pour savoir combien nous pouvons être sur un territoire et quelle durabilité a un effectif sur un territoire donné. Pour ma part, je vais donc commencer par vous donner quelques ordres de grandeur sur la démographie. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de bonne connaissance d'un sujet, d'abord sans une bonne connaissance des ordres de grandeur. Parce que l'ordre de grandeur fait partie de la nature même d'un problème. La question démographique, elle ne se pose pas en taux de croissance, elle se pose aussi en nombre absolu. Il est certain que si nous étions aujourd'hui 50 millions sur la planète, la question ne se poserait pas. Il est certain que si nous étions 100 milliards, la question ne se poserait pas, nous serions dans l'impossible. Donc il est très important d'avoir toujours en tête les ordres de grandeur. On va y passer quelques instants. Alors, nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur la planète. Nous allons être très probablement, selon les dernières prévisions de l'ONU, 9,6 milliards à la moitié de ce siècle, et nous serons environ presque 11 milliards. Là, c'est un peu plus imprécis, il faut le reconnaître, parce que l'échéance est plus lointaine. Nous serons 11 milliards à la fin de ce siècle, en 2100. Il est important de comprendre que la situation qu'on vit actuellement est une situation tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité. La croissance de la population n'a pas été une chose régulière. J'ai volontairement pris ici un petit peu de recul, vous voyez, avec une courbe de l'évolution des effectifs de l'humanité depuis 10 000 ans. C'est pas tout à fait un hasard, 10 000 ans, c'était l'époque qu'on a appelée le néolithique, c'est-à-dire le moment où l'homme est passé d'une société de prédation à une société de production et s'est organisé en grandes cités. Avant que l'homme s'organise dans ce type de société, nous étions sur la Terre, selon les différentes estimations, entre 5 et 10 millions. C'est-à-dire très précisément 1000 fois moins qu'aujourd'hui. Pour 1000 hommes présents aujourd'hui sur la Terre, il y en avait un seul à cette époque-là. À ce moment-là, bien entendu, s'est développée l'agriculture qui était nécessaire pour nourrir ce genre de société. Et vous voyez que pendant très très longtemps, l'humanité est restée excessivement peu nombreuse. À l'époque de Jésus-Christ, nous étions, là aussi les estimations varient, mais en gros entre 150 et 250 millions d'habitants. Puis la population a monté tout doucement, en gros jusqu'à l'an 1000. À l'an 1000, ça a commencé à augmenter un petit peu plus fort, et puis ensuite, il y a eu une très très forte augmentation de la population à partir de la révolution industrielle dans les pays européens, et cette croissance de la population a connu son apogée au cours du XXe siècle, apogée en nombre absolu, mais également apogée en taux de croissance. On va regarder les choses à une échelle un petit peu plus précise, mais déjà en regardant ça, ça donne déjà un élément. On vit un moment particulier de l'histoire. C'est pas la peine de faire un autre dessin pour comprendre que ça ne peut pas se poursuivre. On est sur une pointe tout à fait particulière. Alors, regardons les choses à une échelle un petit peu plus précise. Là, j'ai simplement retenu les 2000 dernières années. Donc, vous voyez la population stable de l'époque de Jésus-Christ à l'an 900. Un peu avant l'an 1000, ça commence à monter. On a quelques petites évolutions, mais globalement une tendance douce, puisque je vous disais, à partir de la révolution industrielle, ça augmente, et à partir des années 1950, on a une courbe qui a une asymptote qui est carrément verticale. Alors ça va s'arrêter, hein, évidemment, ça peut pas continuer comme ça bien longtemps. Là, on a poursuivi la courbe jusqu'à 9 milliards. 9 milliards, c'est pratiquement certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prévisions, que ce soit l'INED ou que ce soit l'ONU, nous disent on sera 9 milliards et demi, même plutôt à la moitié de ce siècle. Ça, c'est pratiquement pas retournable. On peut jouer à la marge, vraiment en faisant de gros efforts, on pourrait être 8 milliards et demi, on pourrait peut-être être 10 milliards si vraiment on ne fait pas attention, mais globalement, ceci est tout à fait acquis.
On va parler de ça avant un petit mot également sur quelques ordres de grandeur. Quand je vous dis que la population ne cesse d'augmenter, d'augmenter de plus en plus rapidement, là vous avez vu l'évolution depuis 10 000 ans, vous l'avez vu depuis 2000 ans également. Il faut savoir qu'au cours du seul XXe siècle, c'est-à-dire entre 1900 et l'an 2000, la population a été multipliée par 4. On était 1,6 milliard en gros en 1900, on était 6 milliards à la fin du siècle, vous savez qu'on est 7 aujourd'hui. Et au cours de ce même XXe siècle, c'est à la fin du XXe siècle qu'on a le plus augmenté, puisque aujourd'hui, l'humanité est exactement 2 fois plus nombreuse qu'elle ne l'était en 1970, c'est-à-dire quand l'homme est allé sur la Lune. 69. C'est-à-dire qu'en 40 ans, l'humanité a doublé ses effectifs, c'est-à-dire qu'on a gagné autant d'hommes entre 1970 et aujourd'hui que l'humanité n'en avait gagné entre ses débuts. Je ne sais pas s'il faut la faire remonter à 1 million d'années ou à 30 000 ans, c'est un peu arbitraire, c'est vous qui choisissez, mais enfin entre ses débuts 1970. Donc vous voyez la formidable accélération du nombre des hommes que nous avons connus. Formidable accélération que vous avez retrouvée évidemment dans les courbes précédentes. Malheureusement, cette croissance quand même très forte n'est pas terminée. Vous avez là une évolution du taux de croissance de la population mondiale telle qu'elle a été estimée par l'US Census Bureau, c'est un peu une variété d'INED américain, qui vous montre que le taux de croissance baisse. Ça, il ne faut pas le nier, effectivement. On est passé des années 1960 à un taux de croissance qui a un petit peu dépassé 2% par an, pour être aujourd'hui un taux de croissance qui est d'environ 1,15% par an, et normalement, jusqu'en 2050, ça devrait baisser doucement. Bien évidemment, comme vous le devinez, un taux de croissance qui baisse, ça ne signifie pas une population qui se stabilise rapidement, parce que comme cette croissance s'applique à des volumes plus importants, la croissance en nombre absolu, elle, continue à être relativement importante. C'est ce qu'on va voir sur le graphique précédent. J'attire juste votre attention sur un événement politique important. Vous voyez qu'en 1960, il y a pas une baisse de la population, mais une baisse du taux de croissance de la population. C'est le grand bond en avant de Mao Tse-tung en Chine, qui a provoqué des famines très importantes, et la Chine pesant très lourd dans le monde, au niveau démographique, on voit ça sur les courbes. Voilà maintenant l'évolution de la croissance de la population mondiale, non plus en pourcentage, mais en nombre. Donc vous voyez bien que, même si le taux baisse, la croissance tous les ans en nombre, elle ne baisse pas. Et vous avez peut-être entendu parfois des démographes vous dire mais les choses sont en train de se stabiliser rapidement, puisqu'on était à 2,5% de croissance presque, on est maintenant à 1,15%. Et bien vous voyez qu'en 1960, quand la population mondiale augmentait de 2,1% environ, l'humanité a gagné, entre 1960 et 1970, elle gagnait en moyenne 70 millions d'habitants par an. Tous les ans, la planète se rajoutait 70 millions d'habitants. Aujourd'hui, alors même qu'on nous dit oh, le problème est réglé, parce qu'effectivement le taux baisse, et bien aujourd'hui, en 2010-2020, on était entre les deux en gros, vous voyez que c'est plus 70 millions d'habitants par an qu'on gagne, mais c'est plutôt entre 70 et 80. Le chiffre est même un petit peu sous-estimé ici parce qu'actuellement on considère qu'on gagne à peu près 80 millions d'habitants tous les ans. Donc aujourd'hui, alors qu'on a le sentiment que la croissance de la population est fortement diminuée, nous gagnons plus d'êtres humains tous les ans sur la Terre que nous n'en gagnions dans les années 60-70, qui étaient les années symboles de l'explosion démographique. Alors, il ne s'agit pas de nier que le taux a baissé, ça c'est pas évidemment nier ça, mais en nombre absolu, et c'est quand même le nombre absolu qui compte. C'est évidemment le nombre absolu des hommes qui fait une pression anthropique sur la planète, qui consomme les territoires des autres espèces et qui va également consommer les ressources naturelles. Eh bien ce nombre-là, cette évolution-là, elle ne diminue pas du tout, bien au contraire. Ça se traduit également par une réduction du temps nécessaire pour gagner 1 milliard d'humains supplémentaires. C'est évidemment une autre façon de présenter les choses. Je vous le disais tout à l'heure, on a mis à peu près, alors combien d'années, autant que vous voulez, mais énormément d'années pour passer au premier milliard qui était en 1800. Entre 1800 et 1930, en gros, on a mis un peu moins de 130 ans pour passer au second milliard. Le troisième a nécessité 33 ans, le quatrième 15 ans, le cinquième 12 ans, le sixième 12 ans.
Le 7e, 12, 13 ans, ça dépend des estimations. Là seulement, ça va commencer un tout petit peu à baisser, puisqu'on pense qu'en 2028, on gagnera 1 milliard de plus, donc il aura fallu 16 ans. Ces sources sont déjà un tout petit peu anciennes, puisque là, vous voyez qu'on prévoit le 9 milliardième humain en 2054. La dernière révision des courbes de l'ONU dit plutôt qu'en 2050, nous serons 9 milliards 600 millions d'habitants. Alors, tous ces chiffres sont quand même connus, et pourtant, je le disais en introduction, dans le débat écologique d'aujourd'hui, il y a vraiment un manque à ce niveau-là, c'est-à-dire que cette question est absolument taboue. Moi, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais je suis Didier Barthès, je suis donc le porte-parole de l'association Démographie Responsable. On essaye d'évoquer ces questions-là, de faire en sorte que la question démographique ait toute sa place dans les débats sur l'écologie, et je peux vous dire que si c'est relativement bien reçu au niveau du public, par une proportion non négligeable des gens. Au niveau des mouvements politiques, c'est tout à fait rejeté. Tout le monde est nataliste, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de façon unanime. Même les partis écologistes, à une petite exception près, qui est le mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter, à une exception près, les partis écologistes, et en particulier le mouvement EELV, est tout à fait opposé à l'idée d'introduire cette réflexion démographique, comme si en disant cela, nous étions contre les hommes, ou comme si le fait de souhaiter réduire la fécondité, parce que c'est vraiment le seul méthode qu'on envisage quand même, voulait dire qu'on souhaitait tuer les gens. Les gens font une caricature assez facile, et c'est quand même un message qui est un petit peu difficile à faire passer. Ça se comprend pour différentes raisons. D'abord, c'est quelque chose d'assez général sur Terre. Hein. À part la Chine, quelques autres pays aussi, pratiquement l'ensemble des pays sont, disons, natalistes et essayent de favoriser la natalité. Ça reste une valeur extrêmement sûre. Pourquoi ce tabou, alors que quand même, il y a quand même un certain nombre de réflexions qui nous laissent penser que la pression anthropique est bien entendu liée à notre mode de consommation, ça c'est incontestable. Certains, si on consomme beaucoup d'énergie, si on consomme beaucoup de viande, si on se transporte beaucoup, on abîme les territoires, on épuise les ressources naturelles, il ne faut pas évidemment. Mais la pression que l'homme fait subir à la planète reste quand même la multiplication de sa consommation individuelle par son nombre. Alors, on peut jouer sur la consommation individuelle et on y est favorable, bien évidemment. Vous vous doutez bien que l'association a quand même une petite sensibilité écologiste. Mais on doit aussi jouer sur le nombre des hommes. Et là, la question reste essentiellement taboue. Elle l'est pour pas mal de raisons. Elle l'est d'abord parce qu'évidemment, là, on touche à quelque chose de sacré, c'est-à-dire nous-mêmes, notre nombre, et en particulier nos enfants. Et dès que vous commencez à dire « réduisons le nombre d'enfants », vous jetez un froid. Vous jetez un froid. Je vous rassure tout de suite, en aucun cas, l'association Démographie Responsable ne souhaite supprimer les enfants et ne souhaite même le réduire à zéro. Absolument rien contre les gens qui ont des enfants, et la plupart d'ailleurs d'entre nous en ont. Simplement, il est certain que la prolongation actuelle des courbes conduit à quelque chose d'impossible. Donc il faut essayer de lutter contre cette question taboue. L'autre élément, peut-être, qui joue contre ces points de vue-là, c'est une façon qu'on a de se rassurer peut-être un peu trop à bon compte. Je vous disais tout à l'heure que beaucoup de gens considéraient que le problème était en voie de règlement, du fait notamment de la baisse de la fécondité. On est passé de 5 enfants par femme, en gros, dans les années 50 au niveau mondial, à 2,5 enfants en moyenne dans le monde aujourd'hui, donc là, la baisse est réelle. D'autre part, nous sommes dans des pays européens où, à l'exception de la France, beaucoup de pays ont un nombre d'enfants par femme ou par couple, on peut dire la même chose, qui est un petit peu inférieur à 2, donc qui est en dessous tendanciellement du seuil de renouvellement des générations. Ceci nous masque le mouvement global de l'humanité qui reste un fort mouvement de croissance. Alors les démographes nous rassurent un petit peu, en France en tout cas, où il y a quand même une tendance nataliste relativement importante, et pourtant, récemment encore, l'ONU vient de faire de nouvelles projections démographiques. Régulièrement, ils font des études pour savoir quel nombre nous serons dans les années à venir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 2 fois au cours des 4 dernières années, l'ONU a revu à la hausse ses projections.
En 2008, c'est ce qu'on appelle la révision 2008. En 2008, l'ONU estimait qu'en 2050, l'humanité serait probablement aux alentours de 9,1 milliards d'habitants. Elle avait fait par ailleurs une projection basse et une projection haute, oui, entre 8 et 10. En 2050, nouvelles études, on révise la projection et on pense qu'on ne sera pas à 9,1 milliards mais 9,3 milliards. Et des études de 2012, et publiées récemment, là, il y a 2 mois, prévoit qu'en 2050, nous ne serons pas à 9,3 milliards, non, nous serons 9,6 milliards. Donc vous voyez, la croissance de la population mondiale reste très forte et on l'anticipe de plus en plus fort. On pensait 9,1, on est passé à 9,3. On pensait 9,3, on est passé à 9,6. Dans le premier cas, on a gagné 200 millions et dans le deuxième cas, on en a gagné 300 millions. C'est-à-dire qu'il y a croissance de la croissance de l'estimation. Même mouvement en ce qui concerne 2100. En 2010, on estimait qu'on serait 10,1 milliards. En 2012, publié en 2013, donc, on estime qu'on sera presque 11 milliards, 10,9 exactement. Vous remarquez aussi que sur ces tableaux, vous avez des fourchettes hautes et basses, et que ces fourchettes hautes et basses sont relativement larges, en particulier pour 2100. Il est certain que la population en 2100, nous ne la connaissons pas de manière très précise. Pour 2050, compte tenu de l'inertie démographique, il est quasiment certain que nous serons aux alentours de 9 milliards et demi. Il y aura une petite marge, mais ce sera ça. Par contre, en 2100, il faut être extrêmement prudent. Et il peut y avoir, si on lâche pas la bride là-dessus, c'est-à-dire que si ça continue à augmenter fortement, on peut effectivement avoir une tendance jusqu'à 16 milliards. On peut à l'inverse avoir un écroulement. Il faut savoir que depuis quelques années maintenant, il y a un certain nombre de scientifiques qui malheureusement vont vers des scénarios catastrophes. C'est-à-dire qu'ils disent la poursuite actuelle conduit à un tel écroulement des choses qu'on aura une sanction brutale sur la démographie humaine. Et la baisse des effectifs de l'humanité ne sera pas le fait d'une politique volontaire et d'une politique relativement douce, elle risque d'être le fait, malheureusement, du hors de l'homme aux contraintes et aux limites naturelles. La première de ces limites, on y pense tous, c'est évidemment l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une agriculture moderne qui est extrêmement consommatrice d'énergie. Elle l'est pour les transports, elle l'est pour les engrais sont faits à base de pétrole en bonne partie, elle l'est également via la mécanisation. On sait que le pétrole, au cours de ce siècle, vers 2050, va commencer à sérieusement manquer, même si on exploite un peu les pétroles de schiste. Comment va réagir l'agriculture moderne quand le principal élément de sa productivité va s'écrouler? On en a quelque chose d'extrêmement grave, une menace extrêmement sérieuse, ce qui conduit certains à dire effectivement, au cours de ce siècle, il va y avoir un écroulement brutal. Alors quel est l'enjeu? C'est probablement de faire en sorte qu'on évite cet écroulement. C'est-à-dire qu'on puisse continuer à vivre sur cette terre en réduisant nos effectifs, encore une fois, bien sûr, par la seule baisse de la fécondité, de manière volontaire, de manière douce, et non pas en subissant évidemment les contraintes. Si on subit les contraintes, ce sera de manière dure. Plus on s'y prend tard, plus ce sera de manière difficile, peut-être arbitraire, peut-être liberticide. On a actuellement un cas dans le monde qui est la Chine. Vous savez que la Chine est très critiquée pour cette politique de l'enfant unique, pour une raison assez précise, c'est qu'effectivement elle est contraignante, cette politique de l'enfant unique. Et pourquoi la Chine a mis en place cette politique de l'enfant unique? C'est parce qu'elle a fait suite, au contraire, avant les années 60 et même 70, à une politique, au contraire, très favorable à la natalité. Et donc, plus on attend pour prendre des mesures un peu douces, c'est-à-dire par exemple ne pas favoriser la natalité au-delà de 2 enfants, plus demain, on risque d'avoir en contre-coup, en quelque sorte, des mesures extrêmement dures pour nous bloquer et nous dire, non, c'est fini, on ne peut plus. Parce que quand on sera 16 milliards sur la Terre, j'espère que nous ne le serons jamais, mais si on met un jour 16 milliards sur la Terre, la question de savoir si les couples auront le droit à avoir 2, 3 ou 4 enfants, elle ne se posera plus. Donc on en a un enjeu très important, non seulement pour la sauvegarde de l'environnement, mais on en a également un enjeu très important probablement pour nos libertés. Ce que j'aime à dire là-dessus, c'est qu'au fond, très probablement, la démocratie dépend de ça. Très probablement. Nous ne sauvegarderons probablement pas notre démocratie dans un monde surpeuplé. Il y a enfin un autre élément qui est qui doit être pris en compte, pour expliquer ce tabou. C'est la question de la protection de la nature.
bien souvent, lorsqu'on évoque la question démographique, on l'évoque uniquement sur l'aspect nourriture. Alors je vous ai dit pourquoi sur l'aspect nourriture, je pense qu'il y a des contraintes très fortes qui vont s'appliquer, notamment avec la fin du pétrole. Mais certaines personnes disent, ben, en faisant ce qu'on appelle l'agrobiologie, on pourrait réussir à s'en sortir. Si on arrête tous de manger de la viande, sacrifions ce droit-là, sacrifions tous les autres, entassons-nous, etc. Eh bien, certains disent qu'on pourrait nourrir plus de personnes. On sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de gâchis dans la production agricole. Pour un jour arriver à un monde parfait où il n'y aura plus jamais de gâchis, ça me semble improbable. Réduisons les gâchis, réduisons les inégalités, devenons tous gentils, et là on pourra nourrir 11 milliards de personnes, 10 milliards, certains vont jusqu'à 20 milliards. Je ne crois pas vraiment à la venue de ce monde, mais mettons. Eh bien, même dans ce monde-là, il y a une chose, c'est que les hommes nombreux prendront la place des autres êtres vivants. Au cours du XXe siècle, on a supprimé 97, de 1900 à 2010 exactement, on a supprimé 97% des tigres et des lions, qui sont les deux les grands prédateurs symboliques terrestres. Bon, c'est fini, hein. Je veux dire que, voilà, les tigres c'est fini très bientôt, les lions un petit peu plus tard parce que l'effectif est plus nombreux, mais en gros c'est terminé. Même chose pour, on nous parle souvent des éléphants d'Afrique. L'Afrique qui était 200 millions d'habitants en 1950, elle vient de passer il y a un an ou deux à 1 milliard. Les projections prévoient jusqu'à 4 milliards pour l'an 2100. 4 milliards. Dans ce monde-là, il n'y aura pas plus de place pour le reste du monde vivant. Il faut savoir que si l'Afrique a des densités encore relativement faibles aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que pratiquement entre le tiers et la moitié de son territoire, ce sont des grands déserts de sable. Sahara, la Namibie. Donc, on risque d'avoir là, et c'est un élément important à prendre en compte, on risque d'avoir là, du fait de l'extension de nos effectifs, même si par ailleurs on devient tous écolos, même si par ailleurs on fait tous vraiment attention, on risque d'avoir demain une situation où, ayant consommé tous les territoires, nous mettrons en place une société qui aura mis la nature de côté. Alors, on se pose la question de savoir si la nature en soi une valeur, ça je vous laisse chacun sa réponse, mais de toute façon, même pour ceux qui ne le penseraient pas, à terme, on le paiera, parce que l'homme aussi a besoin des équilibres écologiques. Voilà un peu l'introduction que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Pour ça, je laisserai plutôt la parole à M. Chimonier. Mais vous verrez, on partage un petit peu les mêmes idées, c'est-à-dire que les seules solutions possibles sont des solutions qui visent à favoriser de manière absolue la contraception et l'éducation. On sait que souvent, d'ailleurs, une bonne éducation favorise un meilleur accès à la contraception et génère une demande de contraception un peu plus importante. Il y a une solution dont je voudrais dire un mot parce qu'elle est souvent évoquée lorsque nous avons par exemple des débats avec les écologistes. Certains nous disent, mais au fond, vous vous préoccupez pour rien, parce que dans le monde de demain, mais aussi dans les 50 dernières années, on a toujours trouvé une corrélation très forte entre le niveau de développement et la baisse de la fécondité. Plus une population se développe économiquement, plus elle consomme, plus sa fécondité baisse. Et donc, laissons le développement se faire, et vous verrez la fécondité baisser, et donc nous irons vers une réduction de nos effectifs. C'est une hypothèse sympathique, on deviendrait à la fois riche et à la fois plus raisonnable en termes de démographie. Malheureusement, dans le même temps, beaucoup d'écologistes montrent bien que ce développement général de la planète est insupportable par la planète elle-même. C'est-à-dire que si le monde entier se met à vivre comme les pays qui ont déjà une faible fécondité, ben le monde entier s'écroule parce que la planète n'a plus de ressources pour offrir tout ça. Donc il faudrait aller dans un monde où il y a une baisse de la fécondité sans augmentation de la consommation. Alors imaginez un développement, certains appellent ça le développement durable, je ne sais pas si c'est une réalité ou un oxymore, mais il faudrait imaginer un développement qui ait la gentillesse de bien vouloir avoir toutes les bonnes qualités du développement d'aujourd'hui, c'est-à-dire donner plus de biens aux gens et en même temps réduire leur fécondité, et puis en même temps qui ait la gentillesse d'éviter tous ces ennuis, c'est-à-dire consommer les ressources de la planète. C'est pas un pari gagné. C'est pas un pari gagné, et c'est pourquoi je crois qu'à côté de tous les efforts qu'on doit faire pour la protection de l'environnement, pour la remise en cause de nos consommations, j'en ai pas parlé là, mais j'y suis évidemment entièrement favorable, il y a un autre aspect. Nous devons absolument aller vers une certaine modestie démographique, absolument aller vers la réduction de nos effectifs, et y aller
le plus volontairement possible, de manière à ce que demain, on ne soit pas conduit à des écroulements écologiques et à des mesures beaucoup plus drastiques. Voilà comment je voulais introduire le sujet. Je vous passe quelques autres diapositives pour vous montrer par exemple une source possible de solutions. Actuellement dans le monde, on estime qu'il y a chaque année 80 millions de grossesses non désirées. Donc vous voyez, il y a quand même là quelque chose à faire. On peut déjà satisfaire à cette demande insatisfaite de contraception. Si on arrivait, et notamment si l'ONU, par les différents fonds d'aide, pouvait faire en sorte qu'une partie de l'aide au développement soit attribuée à l'aide à la contraception, on a peut-être une source pour agir un peu sur le problème. C'est pas facile, je ne dis pas qu'on va arriver à zéro, bien entendu, mais là, on voit qu'il y a une source importante. Voilà, là je vous ai mis une des courbes, c'en est une parmi 50 000 autres, hein, des catastrophes, ou en tout cas des évolutions inéluctables de notre planète, c'est l'évolution du gaz carbonique dans l'atmosphère. Vous voyez que ce qui est terrible dans cette courbe, c'est non seulement elle monte de manière régulière, mais c'est inéluctable. Hein. On voit bien que c'est totalement, bon, tous les ans il y a une petite variation à cause de la saisonnalité, et vous voyez bien que c'est inéluctable, et vous voyez bien que ça ne baisse pas, le taux ne baisse pas. Vous l'avez peut-être entendu dans les journaux, d'ailleurs on est passé au seuil de 400 parties par million au mois de janvier pour la prochaine fois. Voilà, alors écoutez, moi je souhaite que cette cigogne puisse continuer son travail, et si elle continue comme ça, elle va s'écraser. Donc elle porte un petit peu moins de bébés pour que les bébés de demain vivent dans un monde un peu plus heureux. Et puis pour une chose aussi que souvent les natalistes oublient, si on veut que demain, les enfants, beaucoup de gens mettent les enfants au-dessus de tout, mais si on veut que les enfants demain, ils aient eux aussi le droit d'avoir des enfants, parce que c'est ça. Si on est 20 milliards un jour sur la planète, les enfants n'ont plus le droit d'avoir des enfants. Donc si on veut que chacun demain ait le droit de se reproduire, malgré tout ce que je dis avant, je pense que c'est un droit fondamental, eh bien si on veut que ce droit-là perdure, il est important qu'on sache aujourd'hui ne pas aller n'importe où, ne pas continuer avec des fécondités aussi élevées, parce qu'elles nous conduisent demain vers un monde impossible. Voilà, je vais laisser donc M. Simonier vous présenter un autre aspect des choses, peut-être un petit peu plus technique, pour rentrer dans les questions donc, de biocapacité territoire et d'empreinte écologique.